Alors, bonsoir à tout le monde, chers participants. Bonsoir à professeur Sassi professeur Sassi de la Tunisie, et professeur Samia Ben Sassi, bien sûr, et professeur Maoli Fall de Dakar. Et nous sommes vraiment ravis et très contents ce soir d'accueillir donc notre cher invité, professeur Samia, sur un thème aussi important qui concerne la neurologie et aussi les disciplines connexes, donc intéressées par les mouvements normaux, et aussi notre euh, cher frère professeur Mauli, voilà, et depuis Dakar, et notre sœur professeur Samia. Merci à tous les deux et vraiment de leur disponibilité volontiers à animer cette conférence. Et nous allons passer la parole à professeur Mauli pour la modération et donc avant de donner la parole à professeur Samia. Voilà, merci. Vous avez la parole, professeur Mauli. Merci beaucoup, Dr. Soumaïla. Merci à tout le réseau Reprément de nous avoir encore une fois conviés à ces séries de webinaires qui, surtout particulièrement, c'est ce webinaire qui parle des mouvements anormaux, euh, qui est mon domaine, mais également qui est le domaine du professeur Samia Ben Sassi. Et j'ai l'honneur d'introduire ici. Juste dire qu'avec le professeur Samia Ben Sassi, nous appartenons à tous les deux au comité exécutif de la MDS Africa, mais également elle appartient également au comité éducatif de la MDS section africaine. Donc, elle est neurologue à l'Institut de neurologie Monji Ben Hamida de Tunis. Donc, elle est spécialisée dans les mouvements normaux et elle est très active dans le réseau africain et international de tout ce qui est mouvements normaux et troubles du mouvement. Donc, c'est encore une fois un grand plaisir de la retrouver ici pour ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole au professeur Samia Ben Sassi, qui va nous parler de l'introduction à l'étude des mouvements anormaux. Et après, bien sûr, nous aurons la latitude de poser des questions et de discuter avec elle sur ce domaine. Merci Samia, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Mauli. Merci pour les organisateurs pour cette invitation. Je suis vraiment très honorée et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter une introduction à l'étude des mouvements anormaux. Merci. Alors, les mouvements anormaux sont essentiellement dus à des lésions au niveau des noyaux gris de la base. On distingue deux grandes catégories. Les mouvements hypokinétiques, où on a une pauvreté, une diminution d'amplitude du mouvement. Et à l'inverse, on a les mouvements hyperkinétiques, où on a beaucoup trop de mouvements, un excès de mouvement. Et souvent, on peut avoir une combinaison des deux, comme dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple, où on a à la fois l'hypokinésie et avec parfois, on peut avoir un tremblement associé, et qui est un mouvement hyperkinétique. Alors, c'est des mouvements, les mouvements anormaux, c'est une pathologie relativement fréquente. Vous avez ici dans des études épidémiologiques conduites en Afrique, et vous voyez que le mouvement anormal le plus fréquent, c'est le parkinsonisme, suivi par le tremblement, puis par la dystonie, les autres mouvements anormaux étant plus rares. Et c'est la même chose, c'est à l'instar de ce qui est observé dans le reste du monde. Alors, devant un patient qui bouge de façon anormale, la première question qu'on doit se poser, est-ce que vraiment il s'agit réellement d'un trouble, d'un mouvement anormal pathologique? Et puis, il faudra essayer de classifier ce mouvement, de typer, déterminer le type du mouvement anormal. Et s'il y a une combinaison de plusieurs mouvements anormaux, il faudra établir le mouvement anormal le plus prédominant. Et pour ce faire, le diagnostic est essentiellement clinique. Donc, c'est vraiment l'observation du mouvement qui permettra d'en déterminer le type. Donc, la clinique est très importante. On peut
parfois s'aider par des études électrophysiologiques, mais c'est surtout réservé aux cas complexes. Et l'observation du mouvement va préciser le siège et la systématisation éventuelle des segments concernés, la survenue du mouvement anormal ou sa majoration, soit au repos, à l'attitude ou à l'action, sans rythme, s'agit-il d'un mouvement régulier ou non, sa fréquence, s'agit-il d'un mouvement rapide ou lent, l'amplitude du mouvement et sa modification lors des tâches attentionnelles, par exemple le calcul mental. Donc, on va commencer par le mouvement hypokinétique. Alors, on suspecte une hypokinésie, il faut vérifier si c'est pas un ralentissement moteur en rapport avec d'autres pathologies. Par exemple, on peut avoir des sujets âgés qui marchent lentement, qui bougent lentement, mais ils ne sont pas pour autant hypokinétiques. Ça peut être aussi un ralentissement qui peut se voir lorsqu'on a un déficit moteur lié à une atteinte pyramidale, ou alors chez un patient qui a des troubles cognitifs ou un malade déprimé. Donc, il faut être sûr que c'est réellement d'abord une hypokinésie. Alors, vous voyez, cette patiente, ce ralentissement, vous voyez qu'elle se lève lentement, qu'elle marche lentement avec à petits pas, qu'elle a les bras collés au corps. Et donc, on a ici une bradykinésie. Elle a également un tremblement au niveau de la main gauche, des troubles de la posture avec une attitude en flexion, et elle avait également une rigidité extra-pyramidale. Donc ici, on a un tableau typique de parkinsonisme. Les mouvements hyperkinétiques donc sont variés. Donc, il peut s'agir d'un tremblement, de dystonie, de chorée, balisme, myoclonie, tic ou stéréotypie. Et on va les voir plus en détail et un à un. Donc, d'abord, le tremblement. Alors, le tremblement, ça correspond, c'est un mouvement qui est rythmique. Donc, on va avoir des oscillations rythmiques involontaires autour d'une position d'équilibre. Il faudra déterminer l'amplitude du tremblement, sa fréquence. Donc, on va calculer au lit du malade le nombre d'oscillations pendant 5 secondes et puis on va diviser le nombre d'oscillations pour avoir la fréquence de ce tremblement. Il faudra également déterminer la distribution du tremblement. Est-ce qu'il intéresse les membres supérieurs, inférieurs? Est-ce qu'il intéresse le chef? Est-ce qu'il intéresse la voix? On peut avoir une voix qui est chevrotante. Est-ce qu'il est symétrique? Est-ce qu'il est asymétrique? Et puis, voir s'il survient ou s'il est exagéré au repos, lors du maintien d'une posture ou à l'action. Donc, voyez ce patient. Il a donc lorsqu'il maintient les bras, donc on va voir s'il y a un tremblement postural. Vous voyez qu'il y a un discret tremblement de la main droite. Et puis ici, c'est la manœuvre du bretteur. Donc il va mettre les mains face à face à l'horizontale. Ou il peut aussi mettre les index face à face et on va voir s'il y a un tremblement postural. Ça va traduire surtout la composante proximale du tremblement. Et puis, on va examiner également les mains au repos pour voir s'il y a un tremblement de repos. Donc, il faut que les mains soient vraiment relâchées, mains sur les cuisses et sur le bord cubital, donc on doit avoir un relâchement musculaire et là le patient n'a pas de tremblement de repos. Et puis on va rechercher un tremblement lors du mouvement, donc doigt-nez ou talon-genou. Donc on peut, pour rechercher un tremblement cinétique, donc il peut s'agir d'un tremblement intentionnel comme ici. Donc c'est un tremblement qui apparaît surtout lorsque le patient débute le mouvement ou atteint le but. Donc, et ici, c'est un tremblement dans le cadre qui est cérébelleux. Ce patient avait une lésion en fait cérébelleuse. Donc, on a surtout un tremblement qui est d'action. Donc, il n'y a pas de tremblement chez ce patient au repos. C'est un tremblement d'action qui apparaît à la posture et surtout à l'action. Donc, un tremblement surtout intentionnel. Et on peut s'aider d'autres épreuves, comme par exemple l'écriture avec cette spirale d'Archimède. On peut également réaliser le test du verre d'eau. Donc, le patient va
donc ramener le verre à la bouche et on va voir ce tremblement, s'il y a ou pas un tremblement cinétique. Donc là, on voit qu'on a un tremblement asymétrique qui est surtout un tremblement d'action. Alors, on passe à un autre mouvement anormal qui est la dystonie. Alors, la dystonie, il s'agit ici de contractions musculaires involontaires qui sont prolongées à l'origine de mouvements répétitifs de torsion. Donc, c'est des mouvements assez longs avec des prises de posture anormales. Donc, on va distinguer les formes focales, comme par exemple le torticolis, le blépharospasme, la dysphonie spasmodique, la crampe de l'écrivain. On peut avoir des formes segmentaires, crânio-cervicales ou cervico-brachiales, ou comme chez cette patiente, donc on a une forme généralisée de dystonie. Et il faudra toujours rechercher l'éventualité d'un geste antagoniste. Par exemple, un patient qui a une dystonie, un torticolis, quand il se touche la joue, donc ça peut corriger ce torticolis. Et parfois, on peut observer des mouvements lents reptatoires distaux qu'on appelait auparavant athétoses, mais qui sont considérés actuellement plutôt comme des mouvements dystoniques. Donc ici, vous voyez chez ce patient des mouvements lents, reptatoires au niveau de la main, c'est ce qu'on appelle l'athétose et qui est considéré comme une forme actuellement plutôt de dystonie. Donc, une fois identifié le mouvement anormal comme dystonique, il est très important de le classer en fonction de différents paramètres, en particulier l'âge de début, la distribution, l'évolution dans le temps et les signes associés. Et cette classification va faciliter la recherche étiologique. Donc, en considérant l'âge de début, il faudra voir si c'est un début à l'enfant, pendant la petite enfance, pendant l'adolescence, à l'âge adulte. Si la dystonie est focale, c'est-à-dire qu'elle va toucher une seule partie du corps, si elle est segmentaire, auquel cas elle va toucher 2 régions contiguës. Si elle est multifocale, donc elle va rechercher toucher des régions qui ne sont pas contiguës, on peut avoir une dystonie généralisée ou une hémidystonie. L'évolution dans le temps est très importante à déterminer. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution statique? Est-ce que c'est progressif? La variabilité aussi, est-ce qu'il y a une variabilité? Est-ce que c'est paroxystique? Est-ce que c'est spécifique à l'action? Est-ce qu'on a des fluctuations diurnes? Et puis, il est très important de rechercher d'éventuels signes associés à la dystonie, donc pour voir s'il s'agit d'une dystonie isolée ou de dystonie combinée. Alors, on passe à la chorée. Donc, la chorée correspond à des mouvements arythmiques très brusques, rapides. C'est plus rapide que le mouvement dystonique. C'est assez imprévisible et chaotique qui interfère avec le mouvement anormal. Donc, ça va commencer dans une partie du corps et puis ça se déplace brusquement de façon imprévisible et souvent de façon continue à une autre partie du corps. Et c'est souvent accentué par le stress, la fatigue ou le maintien d'une posture. Et donc, quand elle touche aussi la marche. Donc, on va avoir une marche pathologique qu'on appelle la marche de la danse de Saint-Guy. Vous voyez cette chorée généralisée chez ce patient. Vous voyez la marche qui est anormale et à cause de ces mouvements choréiques. Parfois, on peut avoir une chorée de grande amplitude qui est plutôt proximale, elle prédomine sur les régions proximales plutôt que distales. Et c'est ce qu'on appelle le balisme. Donc, vous voyez chez cette patiente, on a des mouvements très, très amples qui touchent l'hémicorps. Pardon. Donc, des mouvements très amples qui touchent l'hémicorps gauche. C'est plutôt, ça prédomine en proximal, c'est assez violent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hémibalisme. Et cette patiente avait une lésion vasculaire, c'était d'installation brutale.
Alors, les myoclonies, donc c'est des mouvements très brefs. Donc, si on considère la durée des mouvements anormaux, donc les myoclonies ont la durée la plus brève par rapport aux autres types de mouvements. Donc, c'est en éclair, et on peut avoir une atteinte qui est soit focale, segmentaire ou généralisée. Et souvent, c'est pas des secousses on va avoir des secousses qui ne sont pas rythmiques. Donc, comme vous voyez chez ce patient qui a un myoclonus au niveau des myoclonies au niveau de la main gauche. Et ces secousses, ces myoclonies vont entraîner un déplacement qui peut être causé par une contraction musculaire, c'est ce qu'on appelle une myoclonie positive, ou par l'interruption de l'activité tonique du muscle, et ça, ce qu'on appelle une myoclonie négative. Et ces myoclonies peuvent survenir spontanément, mais elles sont parfois déclenchées par des stimulations somesthésiques, comme par le toucher, par exemple, sensoriel, par le bruit ou par l'action. Et les caractéristiques cliniques et électrophysiologiques permettent en général de localiser le générateur de ce myoclonus. Donc, devant des myoclonies, il faut toujours préciser la distribution des myoclonies, s'il s'agit de myoclonies focales, segmentaires, multifocales ou généralisées. Le mode de présentation, voir s'il s'agit de myoclonies qui surviennent au repos ou lors de l'action. Si c'est des myoclonies réflexes qui vont être déclenchées par des stimuli. Et si c'est des myoclonies irrégulières, ce qui est le plus irrégulière, le plus souvent les myoclonies ne sont pas rythmiques, mais il faut savoir que parfois on peut avoir un caractère rythmique aux myoclonies. Et il faudra essayer de déterminer le générateur. Donc, la source de ces myoclonies peut être soit corticale, donc au niveau du cortex sensorimoteur, où on va avoir une hyperexcitabilité génératrice de ces secousses. Mais le générateur peut être aussi sous-cortical, au niveau des noyaux gris, au niveau du tronc cérébral. Plus rarement, on peut avoir même des générateurs au niveau de la moelle épinière ou au niveau des nerfs périphériques. Et puis, les myoclonies sont observées dans de très nombreuses pathologies, qu'elles soient neurologiques ou non neurologiques. Mais on va avoir 4 grandes catégories étiologiques. Donc, il peut s'agir de myoclonies physiologiques, essentielles, épileptiques ou symptomatiques. Alors, on passe au tic. Alors, vous voyez ce petit garçon qui a des mouvements stéréotypés, donc au niveau de la tête, de la nuque. Donc, les tics, c'est bref, c'est soudain et c'est stéréotypé. Donc, ce qui va leur donner un aspect de caricature de gestes naturels. Donc, souvent, on va avoir une sensation interne de besoin de bouger. Le patient a besoin de réaliser ce mouvement pour être soulagé. Mais le patient peut contrôler de façon volontaire ce tic, ce mouvement, mais souvent pendant quelques minutes, mais souvent au prix d'une tension intense croissante et de phénomènes de rebond. Donc, quand il arrête d'avoir ce mouvement, et après, il peut avoir un rebond de ces tics. Et ces tics peuvent toucher quelques muscles. Là, on va parler de tics simples, mais ils peuvent être plus complexes avec des vocalisations, comme par exemple dans la maladie de Gilles de la Tourette. Alors, les stéréotypies, là, c'est des mouvements involontaires répétitifs, rythmés selon un schéma précis, sans orientation précise, mais qui ressemblent à des séquences gestuelles ritualisées. Donc, ils vont toucher, vous voyez ces mouvements de balancement de cette petite fille. Et ça peut toucher la tête, le tronc ou les extrémités. Et souvent, on a une distractibilité. Donc, lorsqu'on distrait l'enfant, il va arrêter ces stéréotypies. Alors, on va ici un autre cas. Alors, vous voyez qu'il y a des secousses au niveau des membres supérieurs. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on est devant... ça ressemble beaucoup à un tremblement, vous voyez. Donc, est-ce que c'est un tremblement? Mais il y a un caractère assez irrégulier du mouvement. On sait que le tremblement, c'est assez irrégulier, alors que le myoclonus, donc on va voir des
secousses qui sont non rythmiques, très brèves. Donc là, cliniquement, on a du mal à trancher entre un tremblement ou des myoclonies. Et en fait, ici, c'est un myoclonus. Alors, et dans ce cas, c'est vraiment l'électrophysiologie qui a aidé à faire le diagnostic. Donc, comme on vient de le signaler, l'exploration électrophysiologie, elle a souvent surtout un rôle dans les cas complexes. Et c'est le cas ici. Donc, ça va se baser sur une polymyographie associée à une électroaccélérométrie. Donc, on va mettre un senseur du mouvement ici. C'est ce qu'on appelle l'accéléromètre pour enregistrer le mouvement. Et puis, on va mettre un couple d'électrodes sur les muscles qui sont impliqués dans le mouvement. Ici, donc, sur les extenseurs des doigts et sur les fléchisseurs des doigts. Et on enregistre, vous voyez, ces décharges irrégulières qui correspondent au myoclonus. Ici, sur cet enregistrement, ça correspond à un myoclonus. Lorsqu'on enregistre le tremblement, vous voyez qu'on a des décharges plutôt longues, de durée longue, régulière, alors que dans le myoclonus, ces décharges sont beaucoup plus brèves et irrégulières. Donc, cette polymyographie peut nous permettre de distinguer entre les différents mouvements anormaux. Ici, ça nous a permis de retenir le diagnostic de myoclonus chez cette patiente plutôt que celui d'un tremblement. Mais en général, le diagnostic va être du type de mouvement anormal, va se baser sur la clinique. On a rarement besoin d'exploration électrophysiologique. Donc, pour résumer, lorsqu'on a un mouvement hyperkinétique, il faudra voir s'il s'agit de mouvement continu ou intermittent. Donc, si c'est continu, est-ce qu'on a ce caractère il est caractérisé par donc un mouvement qui va passer d'une partie du corps à un autre de façon imprévisible et rapide, ce qui correspond à la chorée. Si on a une amplitude qui est importante, ça va correspondre plutôt à un balisme. Si on a ce phénomène de reptation, c'est plutôt la téteuse. Et puis, si c'est intermittent ou continu, mais est-ce qu'il y a un caractère stéréotypé de ce mouvement? Donc, s'il est stéréotypé et rythmique, donc ces oscillations autour d'une position d'équilibre, c'est plutôt un tremblement. Si on a cette prise de posture anormale, c'est plutôt dystonique. Et si on a ces sensations internes de besoin de bouger, c'est plutôt d'étique. Et si c'est distractible, donc ça va correspondre plutôt à des stéréotypies qu'on observe souvent dans un contexte particulier de retard mental, d'autisme, etc. Donc, alors, quelques petits quiz en fait. Alors, je vais vous montrer la vidéo d'un patient. Vous allez essayer de déterminer le type de mouvement qu'il présente. Alors, il a des secousses, comme vous voyez, au niveau de la tête. Il a haussement aussi des sourcils. Alors, est-ce que c'est assez bref, mais c'est stéréotypé? Vous voyez. Donc ici, ce n'est pas des myoclonies, en fait, c'est très stéréotypé, c'est très répétitif. Et le patient était capable de supprimer ses mouvements volontairement pendant quelques instants. En fait, c'est d'étique. C'est plutôt d'étique que des myoclonies. Vous voyez ce caractère stéréotypé et puis suppressible par la volonté. Alors, un autre patient. Il y a quelques mouvements autour de la bouche. Mais ces mouvements, vous voyez, qui vont, en fait, on a un mouvement qui commence au niveau de la face en péribuccale et qui va intéresser les membres supérieurs. Donc, c'est vraiment une distribution anarchique dans le temps et dans l'espace, d'une partie du corps à l'autre. C'est pas très rapide. Donc, ici, on a des mouvements choréiques.
Il y a un signe intéressant à rechercher, c'est on va demander au patient de tirer la langue. Donc, quand il y a une chorée, il va être incapable de maintenir la langue pendant plus que pendant quelques secondes. Donc, il a tendance il a du mal à garder la langue en dehors de la bouche. Et ça, c'est une forme, donc en fait, c'est un Huntington, maladie de Huntington, et ça, c'est un cousin au premier patient. Vous voyez que ici la chorée est plus, les mouvements choréiques sont plus sévères, avec cette danse donc de Saint-Guy, cette marche qui est parasitée par les mouvements choréiques. Alors, ici, bon, donc c'est des secousses au niveau du pied. Malheureusement, il y a le diagnostic qui est là. Donc, c'est des secousses, mais vous voyez, c'est pas un tremblement, c'est pas rythmique, c'est pas régulier. Vous voyez que c'est assez régulier, irrégulier, et c'est pas autour d'une position d'équilibre. Donc là, c'est pas un tremblement, c'est plutôt des secousses myocloniques. C'est assez régulier et puis très bref. Donc en éclair, c'est un myoclonus au niveau du pied, avec aussi une petite attitude dystonique du pied. Vous voyez que la position du pied n'est pas tout à fait normale. Et vous voyez que ce myoclonus s'exagère lors du maintien de la posture. Donc, une fois déterminé le type du mouvement anormal, et puis après, il faudra toujours penser à l'éventualité d'une origine psychogène. Donc, se poser la question, est-ce que ce mouvement anormal est organique, d'origine organique ou fonctionnelle? Donc, et il faut savoir que pour établir le diagnostic d'un mouvement anormal psychogène, ce n'est pas un diagnostic d'élimination. Il y a des critères qui permettent d'établir un diagnostic positif. Donc, on va considérer que le mouvement est psychogène lorsqu'on a surtout une incongruence, une incompatibilité avec une maladie connue, lorsque c'est un mouvement qui est très variable, lorsqu'on a un début aigu qui est relié à un facteur déclenchant. Alors, lorsqu'on a un tremblement, on va penser à un tremblement psychogène. Lorsqu'on a un tremblement qui est présent aux 3 temps, donc qui est présent au repos, à l'attitude, à l'action, qui est très variable. Donc, il peut être d'amplitude, de fréquence variable. Et la distractibilité. On va rechercher la distractibilité et l'entraînement. Donc, c'est-à-dire, supposons qu'on a un tremblement ici au niveau d'une main. Donc, lorsqu'on demande au patient d'écrire avec l'autre main, par exemple, un chiffre, donc il va arrêter ce tremblement-là. C'est ce qu'on appelle la distractibilité, ou lorsqu'on va lui poser des questions. Donc, on va observer que le mouvement anormal disparaît. Et puis, il y a également ce qu'on appelle l'entraînement. Donc, lorsqu'il a un mouvement, ici un tremblement avec une certaine fréquence, donc lorsqu'on va lui demander de faire un mouvement avec l'autre main, donc ça va entraîner, on va voir la même fréquence des deux mains. Donc, essayez vous-même, on a du mal à bouger les deux mains avec des fréquences différentes. Donc, on va avoir ce phénomène d'entraînement qui va confirmer l'origine psychogène du tremblement. Ce n'est pas un tremblement organique. Et puis, lorsqu'on a une dystonie qui est fixée, qui est résistante à la mobilisation, qui est variable, lorsqu'on n'a pas de geste antagoniste, là, on peut penser à une origine psychogène de la dystonie. Et vous allez voir ici un cas d'une jeune fille de 15 ans qui a un tremblement en fait psychogène au niveau de la main droite. Vous voyez, quand il lui tient la main, il y a une variabilité, elle va commencer à avoir un tremblement plutôt proximal et même au niveau de la tête et de la main gauche. Donc vous voyez cette variabilité de présentation du tremblement qui confirme l'origine psychogène de ce tremblement. Et après prise en charge psychologique, vous voyez qu'elle n'a plus rien, disparition
complète du tremblement. Donc, une fois écartée l'origine fonctionnelle, il faudra déterminer le syndrome clinique. Alors, pour ce faire, on a besoin de déterminer le mode de survenue de ce mouvement anormal, de rechercher le facteur déclenchant, de voir s'il s'agit d'un début brutal ou progressif, déterminer l'âge de début, l'évolution, est-ce qu'on a une aggravation, une diffusion, est-ce qu'il y a apparition d'autres symptômes, déterminer les antécédents familiaux, la notion de consanguinité, rechercher d'autres signes associés, par exemple une atteinte pyramidale, une épilepsie, une neuropathie, une surdité, une cécité, des troubles cognitifs, des troubles psychiatriques, des signes dysmorphiques, une atteinte cutanée. Donc tout ça est très important pour déterminer le syndrome clinique. Et rechercher une éventuelle cause acquise. Donc, le diagnostic étiologique va s'acharner à rechercher une cause acquise du mouvement anormal. En particulier, on va rechercher une prise médicamenteuse ou une exposition aux toxiques. Donc, nous connaissons tous les patients qui sont neuroleptisés, qui sont sous neuroleptiques et qui ont ce syndrome parkinsonien dû au neuroleptique avec ce ralentissement très important, cette bradykinésie importante, cette rigidité. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres médicaments qui peuvent donner un parkinsonisme, un myoclonus, une dystonie, une ataxie, un tremblement, une chorée, comme les antiépileptiques, les antidépresseurs, certains antihypertenseurs, certains antibiotiques, les anxiolytiques, les contraceptifs oraux, les corticoïdes. Donc vraiment toujours rechercher une éventuelle cause médicamenteuse au mouvement anormal. Et puis, il faudra également rechercher les causes métaboliques et faire un bilan biologique. Et dans certains cas, donc si on a éliminé une cause iatrogène ou toxique, une cause métabolique, on pourra envisager une imagerie cérébrale pour rechercher une anomalie structurelle telle qu'une lésion vasculaire post-traumatique, infectieuse ou auto-immune qui a entraîné une atteinte, un dysfonctionnement au niveau des noyaux gris de la base. Donc, voici une patiente, par exemple, qui a le cas d'une patiente qui a 26 ans et qui s'est présentée aux urgences pour cette posture anormale qui est à début aigu. Donc, comme vous voyez ici, donc on a une posture anormale avec cette dystonie oromandibulaire et une dystonie du cou, donc une dystonie cervicale. Et ici, l'interrogatoire poussé a permis de retrouver la notion de prise de primpéran de méthoclopramide qu'elle avait pris la veille pour un problème de nausée. Donc ici, on est devant une dystonie iatrogène. Donc toujours penser devant un mouvement anormal à une possibilité que ça soit dû aux médicaments. Ici, l'exemple d'un autre patient qui a 47 ans, sans antécédent pathologique particulier, donc pas de notion de prise médicamenteuse, mais notion d'alcoolisme chronique, qui a depuis 2 jours ces secousses. Donc vous voyez ici, c'est pas régulier, c'est plutôt, mais c'est pas un tremblement, c'est des myoclonies. Vous voyez qu'il y a des secousses très brèves en éclair avec plutôt un myoclonus négatif, ce qu'on appelle aussi un astérixis, vous voyez au flapping tremor. Vous voyez ces myoclonies négatives au niveau des membres supérieurs. Et le bilan biologique, bien sûr, on avait écarté une cause éventuelle médicamenteuse. Et le bilan biologique a permis de retenir le diagnostic d'encéphalopathie hépatique devant les signes d'insuffisance hépatique et l'hyperammonémie. Donc, toujours rechercher, faire un bilan biologique et rechercher une éventuelle cause métabolique. Alors, un autre patient ici qui a, donc on avait vu ici le myoclonus, et ce patient avait en fait 52 ans, pas d'antécédent, il n'a pas de notion de prise médicamenteuse particulière ni d'exposition aux toxiques. Vous voyez qu'il a ce myoclonus qui est exagéré surtout à la posture et qui évolue depuis un mois.
le bilan biologique et son particularité. Donc ici, on a écarté les causes médicamenteuses ou métaboliques, bien que ça soit rare que ces causes-là soient à l'origine d'un myoclonus focal. Donc en général, ça va donner un myoclonus plutôt multifocal ou généralisé. Lorsqu'on a un mouvement anormal focal, ça va orienter plutôt vers une origine lésionnelle structurelle en général. Donc là, on a besoin de faire une imagerie. Et effectivement, ce patient avait une lésion, donc ici en hypersignal au niveau du gyrus précentral qui correspond à une leucoencéphalopathie multifocale progressive. En fait, la sérologie VIH s'est révélée positive chez ce patient et il avait une sérologie également JC virus positif au niveau du LCR. Donc, et puis, après avoir recherché une éventuelle cause acquise, il faudra en particulier s'acharner à rechercher un trouble métabolique surtout curable qui pourrait être à l'origine des mouvements anormaux. Donc, et voici le cas d'une patiente qui est issue d'un mariage consanguin. Elle n'avait pas pris de médicamenteuse ou toxiques particulières avant la survenue de ces troubles du mouvement. Donc, depuis l'âge de 15 ans, elle va présenter une lourdeur du membre supérieur gauche avec une posture anormale de la main gauche d'aggravation progressive. Donc, vous voyez ici qu'elle a un faciès dystonique. Vous voyez cette dystonie oromandibulaire avec la bouche entrouverte. Déjà, donc, vous voyez ici qu'elle a cette dystonie, un dystonie faciale. Et à la marche, on voit qu'elle ne balance pas bien du côté gauche, qu'elle a un tremblement avec une posture anormale de la main, donc elle a une dystonie de la main gauche avec un tremblement et une diminution du balancement du bras. Et elle a fait en fait une rigidité également extra-pyramidale, surtout à gauche. Vous voyez ce tremblement et ce ralentissement du mouvement, donc à l'épreuve pouce-index. Donc, on a des mouvements qui sont lents et peu amples. Vous voyez toujours ce tremblement au niveau du membre supérieur gauche, à l'attitude et aussi à l'action. Ralentissement aussi lors des épreuves de la marionnette, surtout à gauche. Donc, en fait, cette patiente a un syndrome parkinsonien avec cette rigidité, tremblement et bradykinésie associée à une dystonie. Et elle avait sur l'IRM cette hypersignal au niveau du putamen à droite et c'était en fait une maladie de Wilson. Donc, il y avait avec une altération du bilan cuprique. Donc, devant toujours penser à la maladie de Wilson lorsqu'on a tout syndrome extra-pyramidal, donc qu'il soit parkinsonien, choréique, dystonique, même myoclonique. Chaque fois qu'on a un syndrome extra-pyramidal avec un âge au début inférieur à 50 ans, bien sûr, lorsque on aura éliminé des causes évidentes qui expliquent ce syndrome extra-pyramidal, comme on vient de voir avec les causes toxiques et métaboliques, etc. Donc, lorsqu'on a un syndrome extra-pyramidal inexpliqué, à début précoce, il faut toujours penser à la maladie de Wilson et faire un bilan cuprique parce que c'est une maladie curable. Alors, un autre cas, donc c'est celui d'un patient qui a 20 ans, qui est issu d'un mariage non consanguin et pas de prise médicamenteuse ou toxique. Donc, il a commencé depuis l'âge de 12 ans à avoir des postures anormales de la tête et des 4 membres d'évolution progressive. Vous voyez, il a cette dystonie généralisée, donc c'est des postures anormales généralisées qui touchent le tronc, le cou, les membres, donc qui l'empêchent de marcher.
C'est vraiment très sévère. Il a un geste antagoniste, vous voyez, il va, quand il se tient les bras, donc il arrive à améliorer, à atténuer cette dystonie. Donc c'est ce qu'on appelle ici, c'est le geste antagoniste qu'on observe ici. Son bilan biologique était normal, le bilan cuprique aussi était normal et l'IRM normal, donc on aura éliminé une maladie de Wilson chez ce patient. Alors, qu'est-ce qu'il faut suspecter chez lui? En fait, il faut toujours penser à la dystonie de pas sensible. Donc, c'est une dystonie qui est curable avec de faibles doses de lévodopa. Donc, chaque fois qu'on a une dystonie qui commence surtout dans l'enfance, généralement, elle va commencer au niveau des membres inférieurs, au niveau d'un membre inférieur, avec une attitude en varus équin du pied. Parfois, c'est pris pour une encéphalopathie fixée, en fait. Et on a souvent des fluctuations diurnes, des malades qui s'aggravent en fin de journée, qui s'améliorent avec le sommeil. Et ça commence au niveau des membres inférieurs et puis elle va progresser pour devenir après généralisée. Donc toujours penser à l'éventualité d'une dystonie de pas sensible, surtout si vous avez une dystonie qui commence pendant l'enfance. Vous voyez cette amélioration spectaculaire sous faible dose de lévodopa chez ce patient. Donc, alors une fois considérer les causes acquises, les troubles métaboliques héréditaires curables, il faut bien sûr considérer l'éventualité de causes génétiques ou dégénératives de ces mouvements anormaux. Donc, vous voyez cette patiente qui a 44 ans et qui a commencé à avoir une lourdeur de l'hémicorps gauche d'aggravation progressive depuis l'âge de 39 ans. Donc, et vous voyez cette bradykinésie, c'est très importante. Vous voyez cette lenteur du mouvement. Donc, à l'épreuve
Allô, Samia? Allô, est-ce que c'est bon ou on a été coupé? Oui, oui, on a été coupé, oui, tout à fait. Quand ça? Il y a longtemps? Non, non. Non, non, ça doit faire à peu près 1 minute, hein, 1 à 2 minutes. Oh, oui, Ah, d'accord. je pense le problème, c'est à son niveau, hein? C'est à votre niveau. C'est À mon marqué au niveau? niveau. Ah, Oui, Oh, oui. désolé. Oh, C'était, donc là, peut-être que je oh, vais continuer. C'était à oh, quel oui. niveau? Vous êtes au niveau des C'était cas où? cliniques? au niveau Lequel? du, le monsieur là, Lequel? le monsieur de 53 ans qui a les myoclonies là. Ah, Oui, c'était juste après la dystonie dopa sensible, là, qui a ah, bien marqué. dystonie de pas sensible, d'accord. Ouais, Juste après Donc, ça, oui. en tout cas, je vais peut-être là-bas. reprendre. Je reprends? Oui, Ouais, oui, ouais, vous effectivement. pouvez Je prendre au reprends? niveau de la Désolée. dystonie de pas sensible, ouais. Ok. Simon, là, c'est bon, voilà. Oh, oui, c'est vrai. Alors, nous avions momentanément perdu le docteur Samia. Là, c'est bon, nous avons rétabli la connexion. Je suis Donc, vraiment désolée. Donc, vous avez vu la réponse à la lévodopa du patient? oui, tout à fait. Vous étiez après Oui. la dystonie de pas sensible. C'est D'accord. les Je suis éléments de la technologie, c'est pas grave. vraiment désolée. Merci. Euh, Voilà, donc après avoir écarté une cause acquise, les troubles innés du métabolisme, comme chez les deux patients qu'on vient de voir, c'est-à-dire la maladie de Wilson et la dystonie de pas sensible, qui est due à des déficits enzymatiques dans la voie de la de dégradation de la dopamine, il faudra considérer les causes héréditaires, dégénératives ou génétiques, donc d'autres causes génétiques ou dégénératives. Et voici une patiente donc, qui a 44 ans et qui a commencé à l'âge de 39 ans à avoir une lourdeur de l'hémicorps d'aggravation progressive. Vous voyez donc ici qu'elle a ce ralentissement très important. Elle a d'abord, vous voyez, les mouvements sont très longs. Et elle a un tremblement, vous voyez ici, de repos, ce qui est très caractéristique donc, de la maladie de Parkinson, asymétrique. Et on a un tremblement réémergent surtout. Et qui disparaît à l'action. Donc vous voyez, dans la maladie de Parkinson, on a souvent un tremblement de repos asymétrique. Donc vous voyez lent, de faible fréquence, contrairement au tremblement essentiel où on a plutôt un tremblement lors du maintien de l'attitude et à l'action intentionnelle, plutôt symétrique et bilatéral. Ça, c'est dans le tremblement essentiel, alors que dans la maladie de Parkinson, on a un tremblement de repos asymétrique. Et puis, lorsqu'elle maintient l'attitude, pareil, et puis, un certain temps, c'est ce qu'on appelle le tremblement réémergent asymétrique.
Donc, on a cette lenteur à l'initiation du mouvement. Oui, professeur, vous pouvez continuer. On vous D'accord. a perdu encore. Désolée. Mais c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est la technologie. Voilà. Et à l'épreuve pouce index, vous voyez que c'est très lent. Et puis, on a un décrément de l'amplitude. Ça diminue. Ça, c'est très caractéristique aussi de la maladie de Parkinson. On a le mouvement qui est de moins en moins ample. Donc, on a à la fois cette diminution de l'amplitude et cette lenteur dans le mouvement au niveau du mouvement pouce index, mais aussi au niveau de l'épreuve des marionnettes. Donc, bradykinésie, ralentissement du mouvement, hypokinésie, diminution de l'amplitude du mouvement. Et pareil, au niveau des membres inférieurs, vous voyez que lorsqu'on lui demande de taper le sol avec les orteils, donc c'est très lent, c'est peu ample. Pareil, qu'on lui demande de taper le sol avec le talon, de soulever le membre supérieur, c'est très lent et très peu ample. Elle a aussi une rigidité extra-pyramidale. Donc ici, elle a vraiment un tableau un syndrome parkinsonien avec la rigidité, le tremblement, la bradykinésie. Et c'est très évocateur de maladie de Parkinson devant le caractère asymétrique. Mais comme elle a une atypie qui est le début précoce, donc elle a débuté avant l'âge de 50 ans, elle a débuté à l'âge de 39 ans, c'est pour ça qu'il faut faire une recherche et d'autres causes éventuelles, en particulier la maladie de Wilson. Donc chez elle, le bilan cuprique était normal, l'IRM était normal, et puis vous voyez cette réponse au mot de part, donc on a une très bonne réponse, une excellente réponse, une amélioration nette de tous les signes du tremblement, de la bradykinésie, sous l'évodopa. Donc ici, si on a une maladie de Parkinson, en fait, le diagnostic retenu est celui d'une maladie de Parkinson et en particulier une forme particulière monogénique qui est associée au LRRK2. Donc on a fait le diagnostic moléculaire chez elle, on a retrouvé une mutation du gène LRRK2 et c'est une forme relativement fréquente en Afrique du Nord puisque chez 30% des patients qui sont apparemment des cas isolés, des cas sporadiques, on retrouve cette mutation. Donc, elle explique 30% de nos maladies de Parkinson. Pour mesurer la progression de la maladie de Parkinson, on peut utiliser une échelle, l'MDS-UPDRS, qui comporte 4 sections. Donc, on va voir à côté des aspects non moteurs également, mais surtout la partie 2 qui va quantifier les aspects moteurs des expériences de la vie quotidienne, la partie 3 qui est l'examen de la fonction motrice et la partie 4 qui est les complications qui correspond aux complications motrices et c'est subcoté sur une échelle à 5 points. Donc, pour résumer, d'abord, déterminer le type du mouvement anormal. En général, on va le faire de façon clinique, par l'examen clinique. Dans de rares cas, on aura besoin d'exploration neurophysiologique. Il faut identifier s'il y a une combinaison de mouvements, le type prédominant, identifier les signes neurologiques associés et également les signes non neurologiques associés pour réussir à établir le syndrome clinique. Et parfois, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. Par exemple, si on a une maladie de Parkinson typique, avec un âge au début classique, on peut ne pas faire d'examen complémentaire et le diagnostic sera uniquement clinique. Mais parfois, on a besoin d'examens complémentaires pour arriver à établir l'étiologie du mouvement anormal. Voilà, je vous remercie. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques et merci pour votre attention. Et juste pour rappel, si vous n'êtes pas encore membre de la MDS, de la Société internationale de la maladie de Parkinson et des mouvements anormaux, je vous invite à en faire la demande. Il suffit juste d'en faire la demande sur le site de la MDS et c'est gratuit pour les ressortissants africains, donc on doit profiter de ça. Et il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de ressources et en particulier, vous pouvez avoir une certification sur l'échelle MDS-UPDRS, toujours gratuitement. Voilà, merci encore une fois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Samia, pour cette excellente conférence sur les mouvements anormaux. Elle a passé en revue les différents types de mouvements anormaux, notamment les mouvements hypokinétiques et les mouvements hyperkinétiques, qui sont les deux grandes subdivisions des mouvements anormaux. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Je pense qu'il y a eu une série de questions sur le chat du site de la conférence. D'abord, il y a une première question qui a été posée par le docteur Ben Gibrila Penage du Niger. Il dit comment poser le diagnostic d'une dystonie psychogène. Alors c'est très difficile de poser le diagnostic. On va se baser, parfois c'est difficile, c'est plus difficile pour les autres que pour les autres mouvements anormaux. On va toujours nous baser sur les critères qui vont orienter vers l'origine psychogène, en particulier le début. Donc lorsqu'on a une dystonie psychogène, souvent on va avoir un début aigu, et puis on va avoir une variabilité. Parfois, on va avoir une dystonie, par exemple, qui va disparaître lorsque le patient part en vacances, par exemple. Donc, lorsque les facteurs de stress sont supprimés, on va avoir cette dystonie qui va disparaître. Ça, c'est en faveur du caractère psychogène de la dystonie. Également, la distractibilité. Si on arrive à distraire, par exemple, on peut avoir un patient qui va avoir, par exemple, cette attitude-là, une dystonie, et on va essayer de le distraire, de poser des questions, etc. Et ça peut disparaître, cette distractibilité. Le caractère fixé. Donc, souvent, le caractère fixé de la dystonie, ça, c'est oriente vers l'origine psychogène. Donc, c'est vraiment un faisceau d'arguments qui permet de retenir ce diagnostic. Mais c'est vrai que pour la dystonie, c'est parfois, c'est pas évident de poser le diagnostic d'une origine psychogène. Parfois, ça pose problème. Oui, tout à fait. Alors, une deuxième question, toujours posée par le docteur Penage. Il demande de revenir juste sur la quantification des tremblements. Pardon, la quantification de clinique, la cotation clinique du tremblement. Il a écrit quantification, mais j'imagine qu'il voulait oui, dire... il y a des scores, bien sûr, il y a des scores où on va évaluer l'amplitude, la fréquence. Donc, il y a différents scores qui permettent de quantifier le tremblement, bien sûr. Et donc, l'amplitude, la fréquence, de préciser si survient au repos, à l'action ou à la posture. Donc, il y a bien sûr, pour tous ces mouvements, ces types de mouvements-là, il y a différents scores qui permettent de quantifier. Ok, il demande également de revenir sur les myoclonies positives et les myoclonies négatives. Voilà. Alors, les myoclonies positives, c'est une contraction musculaire. Donc, on va avoir une contraction musculaire, alors que pour les myoclonies négatives, c'est plutôt une interruption du tonus musculaire. Donc, on va avoir, c'est ce qu'on appelle une contraction négative. Et un exemple qu'on voit relativement fréquemment, c'est le flapping tremor ou l'astérixis dans les encéphalopathies métaboliques. C'est plutôt des myoclonies négatives. Donc, on a une chute, une perte du tonus plutôt qu'une contraction musculaire. C'est une interruption de l'activité musculaire qui va être à l'origine de cette secousse. Ok, merci beaucoup. Alors, une autre question, il demande de revenir sur la définition des dyskinésies et le diagnostic différentiel des dyskinésies avec les pseudomyoclonies. Les pseudomyoclonies. Alors, dans les dyskinésies, si on va avoir une combinaison de plusieurs mouvements qui peuvent être dystoniques, choréiques, donc c'est plutôt une combinaison de plusieurs mouvements hyperkinétiques. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, il demande le diagnostic différentiel avec les pseudomyoclonies. Les pseudomyoclonies, je ne sais pas ce qu'il entend par pseudomyoclonie. Oui, nous allons lui demander peut-être de reformuler sa question, parce que les pseudomyoclonies, je ne pense pas que ça rentre dans la sémiologie, en tout cas des mouvements anormaux. Le dyskinésie, comme elle a dit, c'est un ensemble de mouvements anormaux qui peuvent être le plus souvent hyperkinétiques, peuvent être choréiques, baliques,
assez désordonnée. Mais les pseudomyoclonies, ça, c'est, je ne pense pas que ça rentre dans cette définition. On va passer à la question suivante. En attendant, s'il peut reformuler sa question, on va répondre. L'autre, il dit, existe-t-il un délai au-delà duquel on ne peut plus incriminer les neuroleptiques devant la survenue d'un mouvement anormal? Alors, donc, lorsqu'on a des neuroleptiques, si on peut les arrêter, donc normalement, le syndrome parkinsonien va disparaître au bout de 3 mois. Donc, s'il va persister, ça peut être en faveur d'un syndrome parkinsonien, d'une maladie de Parkinson sous-jacente, qui aurait été décompensée par les neuroleptiques. Mais en général, on a du mal à arrêter les neuroleptiques, surtout si les patients psychiatriques, on a du mal à les arrêter. Oui, tout à fait. Dans cette même rubrique, il y a une question qui revient sur les neuroleptiques et elle demande combien de temps on peut espérer avoir une amélioration après l'arrêt des neuroleptiques. Oui, en général, c'est au bout de 3 mois. Si on a ça dépend du type de neuroleptique. Si on a des neuroleptiques à action longue ou à action rapide, à durée de vie longue ou à durée de vie rapide. Mais en général, on s'attend à voir disparaître la symptomatologie au bout de 3 mois. Oui, tout à fait. Mais il y a également peut-être une petite contribution. Si l'installation est aiguë, quelqu'un qui prend un neuroleptique ou bien un neuroleptique caché, oui, comme le cas clinique que vous avez montré, la fille, oui, qui a pris le Primperan, si c'est une installation aiguë, là, dès l'arrêt des neuroleptiques, quelques jours ou bien quelques heures après, le mouvement peut disparaître. Tandis que si c'est les malades psychiatriques qui ont pris des neuroleptiques sur une longue durée, le plus souvent, le mouvement va persister encore pendant longtemps. Bien sûr. Voilà. Moi, je pensais que c'était un syndrome parkinsonien dû au neuroleptique. C'est pas ça la question. C'est tout mouvement anormal. Anormal, tout à fait. Ah, d'accord. Oui, ça dépend si c'est une complication aiguë, subaiguë ou chronique du traitement neuroleptique. Bien sûr. Oui. Merci. Alors, une autre question. Qu'en est-il des syncynésies et votre expérience sur les syncynésies, si vous en avez, bien sûr? Oui, les syncynésies, on peut les voir. Donc, il y a des syncynésies en miroir qu'on peut trouver dans la maladie de Parkinson. Donc, le patient, quand on demande au patient de faire un mouvement, il peut le faire de façon involontaire de l'autre côté. Donc, on peut l'observer dans la maladie de Parkinson. C'est des syncynésies en miroir. C'est bien. Alors, il y a également une autre question. Peut-on classer l'ataxie dans les mouvements anormaux? Bien sûr, oui, bien sûr. Les ataxies sont classées parmi les mouvements anormaux. Mais bon, comme c'est trop vaste, donc j'ai préféré me focaliser sur les autres types de mouvements anormaux. Oui, tout à fait. Alors, il n'y avait que ces questions que j'avais moi relevées sur le chat. Je ne sais pas si parmi ceux qui suivent, s'il y a d'autres questions, ils peuvent l'écrire directement et nous allons tenter de répondre. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Quel est l'impact de la consanguinité dans la survenue des mouvements anormaux? Ça dépend de... Bien sûr, la consanguinité d'une façon générale va augmenter le risque de maladie autosomique récessive. Donc, en particulier de la maladie de Wilson, par exemple, parce que c'est une maladie autosomique récessive. Donc, elle va augmenter le risque de développer la maladie de Wilson. Il y a d'autres maladies métaboliques aussi autosomiques récessives qui sont très pourvoyeuses de mouvements anormaux. Donc, c'est un facteur de risque pour ces maladies-là. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ces réponses. Une autre question. Dans la crampe de l'écrivain, en dehors de la toxine botulique, bon, il n'a pas terminé la phrase, mais je pense quel traitement peut-être en dehors de la toxine botulique pour la crampe de l'écrivain? C'est surtout la toxine botulique qui est efficace. Il y a des prises en charge ergothérapie, une ergothérapie, mais c'est surtout la toxine. Donc, le traitement médicamenteux n'a pas sa place réellement dans la crampe des écrivains. Oui, tout à fait. Est-ce que le mouvement anormal peut survenir pendant le sommeil? Alors, la plupart des mouvements anormaux ne surviennent pas pendant le sommeil parce qu'elles dépendent des noyaux gris de la base. Mais donc en général, ça va pas survenir pendant le sommeil, mais certains mouvements anormaux peuvent survenir pendant le sommeil. Par exemple, les myoclonies d'origine corticale
persistent pendant le sommeil. Donc, mais la plupart des mouvements qu'on vient de voir disparaissent pendant le sommeil. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a même une question qui vient d'arriver sur ça, qui a été posée mais que je n'avais pas vue. Il dit, y a-t-il des spécificités sur la disparition des mouvements anormaux lors du sommeil? Voilà, donc ça va, si on a, Allez-y. la plupart disparaissent pendant le sommeil, la plupart. Donc, c'est pas vraiment spécifique d'un mouvement anormal par rapport à un autre. Les mouvements, parce que il dépend des noyaux essentiellement essentiellement une dysfonction des noyaux gris de la base. Donc, ça disparaît pendant le sommeil. Donc, ça ne va pas orienter vers un type ou un autre de mouvement anormal. Exactement. Alors, l'autre, il dit il demande un exemple de mouvement anormal post-traumatique. Alors, post-traumatique, ça dépend, ça va être lésionnel en fait. Donc, si on a un traumatisme cérébral, par exemple, qui va avec des lésions au niveau des noyaux gris ou qui vont toucher les noyaux gris de façon directe ou indirecte, on peut avoir tout type de mouvement anormal. Donc, on peut avoir, mais il faudra des lésions cérébrales, des lésions médulaires, que ce soit lésionnel. Donc, le traumatisme soit à l'origine d'une lésion. Qui va être à l'origine de mouvements anormaux. Tout à fait. Une autre question, est-ce que les myoclonies corticales sont différentes des myoclonies épileptiques? Oui, en fait, dans les myoclonies épileptiques, on va avoir sur l'enregistrement, donc lorsqu'on enregistre, on fait une polygraphie, on enregistre l'EEG avec le MG. Donc, on va avoir une activité corticale qui précède l'activité, la décharge sur le MG. Et cette activité corticale va être sous la forme de pointes, de pointondes. Donc, on va avoir une activité épileptique qui est à l'origine du myoclonus, qui le précède. Ça, c'est pour le myoclonus épileptique. Alors, pour ce qu'on appelle le myoclonus, là, le générateur est cortical pour les deux. Le générateur, il est au niveau du cortex, aussi bien pour le myoclonus épileptique que pour le myoclonus cortical. Mais dans le myoclonus cortical, sur l'EMG, on ne trouve pas, lorsqu'on fait une polygraphie, on ne trouve pas ces pointes, ces pointondes, on ne trouve pas une activité épileptique. Mais il y a de petites activités, de petites ondes corticales qu'on peut mettre en évidence, surtout avec les techniques de rétro-Moyen-Âge. Donc, on va prendre pour repère le début du myoclonus sur l'EMG, et puis on va rétro-moyenner, et on va objectiver par cette technique de rétro-Moyen-Âge une activité corticale qui est l'origine de ce myoclonus. Donc, et puis sur le plan physiopathologique, c'est vraiment discutable. C'est vraiment, est-ce qu'on se pose la question si le myoclonus cortical n'est pas aussi un myoclonus épileptique sur le plan pathophysiologique. Mais sur le plan enregistrement, c'est différent. Dans le myoclonus épileptique, on a ces pointes et pointondes, alors que sur l'EEG, alors que dans les myoclonus corticales, on ne l'a pas. Mais le générateur est, dans les deux cas, au niveau du cortex sensitivo-moteur qui est hyper excitable. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a une dernière question. Dans le cadre des dyskinésies survenant lors d'un syndrome paranéoplasique, existe-t-il un traitement préférentiel? Alors, on peut utiliser la tétrabénazine, par exemple, mais dans le syndrome paranéoplasique, il faut surtout traiter la cause. Donc, traiter la néoplasie sous-jacente. Les traitements symptomatiques ne sont pas très efficaces en général. Oui, tout à fait. Il ajoute une bonne réponse à la DOPA avec des échappements thérapeutiques. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas votre expérience là-dessus. Pour les dyskinésies? Dyskinésie, oui. Pas à ma connaissance. Ouais. Moi aussi, je ne suis pas trop sûr que la dopamine peut marcher dans les dyskinésies. Alors, l'autre question, je pense, c'est la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Devant des myoclonies généralisées, faut-il demander un électroencéphalogramme? Oui, systématiquement. Même si c'est focal, il faut toujours faire un EEG pour voir si ce n'est pas des myoclonies épileptiques. Et si on a la possibilité de faire la polygraphie avec le rétro-Moyen-Âge, pour voir si ce n'est pas cortical.
Alors, une autre question qui demande votre expérience certainement sur le traitement en cas de syndrome PANDA. Pardon? En cas de syndrome PANDA, que peut-on préconiser comme traitement? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un traitement particulier pour ce syndrome-là. Il n'y a pas de traitement. Après, nous allons demander aux neuropédiatres qui sont dans l'assistance. Je pense qu'il y a le professeur Moussa Fandiaï, son avis là-dessus. Parce qu'à mon avis, c'est des syndromes qui se viennent le plus souvent chez l'enfant, si je ne me trompe. Oui. Ok, je pense que c'est l'essentiel des questions qu'on avait sur le chat. En attendant de faire peut-être un bref résumé et de donner quelques informations, nous allons demander à notre maître, le professeur Moussa Fandiaï, qui est neuropédiatre à Dakar, au Sénégal, s'il a, parce que je le vois en ligne, s'il a un mot à dire, surtout sur les mouvements normaux de l'enfant. Professeur Moussa Fandiaï, s'il est connecté. Oui, professeur, s'il est en ligne, il peut activer son micro. Professeur Moustapha. Donc, il y a l'icône du micro qui est barré en rouge. Vous pouvez l'activer. Bon, là, je ne le vois pas réagir. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être faire un petit résumé avant qu'on ne remercie le professeur Samia sur sa présentation qui a consisté à l'introduction des mouvements normaux. Comme je disais tout à l'heure, elle a passé en revue les différents types de mouvements normaux. Surtout, elle est revenue sur la sémiologie. Mais d'abord, la classification des mouvements hypokinétiques et hyperkinétiques. Les mouvements hypokinétiques, essentiellement, c'est le parkinsonisme, notamment la maladie de Parkinson idiopathique et les autres syndromes parkinsoniens, surtout les syndromes parkinsoniens atypiques, mais également les mouvements hyperkinétiques, dont le tremblement, qui est la tête de fil, mais il y a les autres mouvements, notamment les chorés, les balismes, les dystonies et les autres mouvements. Ce qui est important, c'est surtout faire une bonne investigation syndromique en tenant compte du début du mouvement, de la distribution, mais également des signes associés, surtout sur le plan neurologique et sur le plan extra-neurologique, parce que c'est ça qui va nous permettre d'émettre des hypothèses, surtout des hypothèses sur le plan génétique, en tenant bien sûr compte de l'histoire de la maladie et toujours établir l'arbre généalogique le plus souvent pour savoir si on est dans un cas dominant ou bien si on est dans un cas plutôt récessif. Voilà, en quelque sorte. Après aussi, elle est revenue sur beaucoup de cas cliniques vraiment très, très intéressants. Surtout, moi, je retiens la maladie de Wilson, qui a des présentations vraiment polymorphes, souvent un syndrome parkinsonien, avec d'autres types de mouvements normaux, mais surtout c'est un sujet jeune. Il ne faut jamais passer à côté, elle l'a dit, parce que ça peut être une maladie curable. L'autre chose également, c'est la dystonie dopage sensible. La dystonie dopage sensible qu'on peut voir souvent chez les enfants. Et puis, on dit que souvent, devant une dystonie de l'enfant, il faut jusqu'à preuve du contraire évoquer une dystonie dopage sensible et faire un traitement d'épreuve pour voir si ça marche. Surtout nous, dans nos contrées en Afrique subsaharienne, où on n'a pas la génétique facile, il faudrait tout simplement, devant une dystonie de l'enfant, tester la dopamine et si ça marche, souvent on a notre diagnostic de dystonie dopage sensible. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais dire un peu en essayant de résumer vraiment ce qu'elle a dit. Là, je vois il y a d'autres questions qui viennent de tomber. On va y revenir, n'est-ce pas, professeur Samia? Oui, oui, avec plaisir. Allez. Alors, il y a Dr Christelle Oko qui demande le traitement le plus souvent utilisé, PNIG. Elle a mis PNIG++. Je n'ai pas bien compris. Peut-être pour la thyroïde chez les enfants. Ouais. Ou bien c'était peut-être une contribution qu'elle voulait apporter sur les syndromes des pandas. Ah, d'accord.
Bon, elle a parlé aussi de... Voilà, c'était plutôt une contribution, je pense. Voilà, c'est ça. Elle dit que c'était une contribution. Merci beaucoup au docteur Christelle pour cette contribution. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, docteur Soumaïla, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Oui, oui, je suis en ligne, professeur Maoli. Vraiment, D'accord. nous remercions beaucoup, professeur Samia, pour cette belle présentation et vraiment très riche qui abordait vraiment les différents aspects des mouvements normaux. Nous remercions beaucoup, professeur Samia, et on espère que c'est le début du commencement pour qu'on puisse vraiment lancer d'autres séries de cours sur les mouvements normaux. C'était vraiment instructif, intéressant avec des vidéos pratiques. C'est vraiment, ça tient compte du niveau de tout le monde, vu que l'auditoire est cosmopolite ou bien c'est un auditoire vraiment assez mixé. Merci beaucoup, professeur Samia, et merci également, professeur Maoli. Merci. Et nous Voilà. allons, Donc, voilà, vous laisser la parole. avant qu'on ne Merci. libère le professeur Samia, je voudrais moi aussi m'associer au remerciement pour le professeur Samia, qui je rappelle est neurologue à l'Institut national Mojib Ben Armida de Tunisie. Alors, elle fait partie du comité exécutif de la section africaine du MDS, qu'on partage ensemble d'ailleurs, mais également elle fait partie du comité exécutif du comité éducatif de cette section. Elle a dit tout à l'heure, l'adhésion à la MDS est gratuite pour les Africains et il y a beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages, je vais peut-être citer quelques-unes. Il y a déjà le stage gratuit que la MDS section africaine peut financer pour les résidents, et c'est aux résidents de choisir le centre qu'ils veulent et de déposer. On avait fait une première annonce, on a sélectionné, mais là, on va aller encore vers une deuxième sélection, tout simplement parce que la bourse n'est pas épuisée. Il y a beaucoup de choses qui restent. Puisque la bourse n'a pas été épuisée, on a été obligé de lancer un deuxième appel à candidature. Donc, je pense qu'il pouvait aller sur le site de la MDS pour en profiter. Deuxième annonce également, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura la journée des toxines de Dakar. Ce sera au mois de mai. Ce sera 2 jours consécutifs où on parlera de l'utilité de la toxine botulique dans les mouvements anormaux et dans les syndromes parkinsoniens. Et il y aura des cours théoriques et des ateliers pratiques avec des experts de la MDS. Et la dernière annonce, c'est du 25 au 26 mai. 25 au 26 mai. Ça, la dernière semaine du mois de mai, plus précisément du 25 au 26. Mais il y a également un cours que le professeur Samia, justement, et moi-même allons organiser au mois d'octobre, toujours sous l'égide de la MDS Africa. Et ce cours parlera des principes fondamentaux des mouvements normaux. Et ce sera 2 cours. Il y aura un cours en français d'abord, puis un cours en anglais. Et ça, on vous enverrait les informations le plus tôt possible pour que tout le monde puisse s'intéresser à la prise en charge de ces mouvements normaux. Voilà, c'était les quelques annonces que j'avais à faire. Professeur Samia, si vous avez un dernier mot, on vous repasse la parole. Juste, je tenais à remercier encore une fois les organisateurs et professeur Maoli pour cette invitation et pour cette discussion intéressante. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Docteur Soumaïla, vous pouvez conclure. Oui, oui, je pense que vous avez tout dit. Hein. Vraiment, on remercie beaucoup professeur Samia pour la pédagogie avec laquelle vraiment elle a expliqué donc, les mouvements anormaux, l'introduction de ce cours. Et nous allons bien sûr lancer d'autres cours, donc d'autres thèmes en rapport avec les mouvements anormaux, afin de continuer à améliorer, bien sûr bien faire munir donc les praticiens de compétences vraiment pratiques, utiles, afin d'avoir un impact sur la prise en charge des patients dans nos centres, dans nos différents centres, et puis aussi faire nourrir cette collaboration sud-sud, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et le continent de façon générale. Merci encore, professeur vraiment Samia, et nous remercions tous nos amis qui sont connectés depuis les différents pays donc africains, donc du Maghreb et aussi en Afrique subsaharienne. Je les vois beaucoup, ils sont nombreux. Et merci beaucoup pour
donc cette collaboration. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah.